Partons à la découverte de la région la plus septentrionale d'Europe, située au-delà du cercle polaire arctique, la Laponie, partagée principalement entre la Norvège, la Suède et la Finlande. La Laponie forme un territoire immense, confins nordiques étendus sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. À l'ouest et au nord, elle se fait maritime le long de la côte norvégienne, déchiquetée en milliers d'îlots. Les vagues immobiles des reliefs y composent de majestueux tableaux, en particulier aux îles Lofoten, célèbres pour leurs morues et leurs petits villages de pêcheurs. Passée la barrière des Alpes scandinaves, la Laponie déploie ses paysages d'eau, de neige et de forêts, étirés parfois comme à l'infini. Une infinité polaire et donc souvent glaciale, l'hiver y durant parfois près de 8 mois. Ensevelies sous un épais manteau blanc, ces étendues souvent désertiques ne sont toutefois pas désertées. Elles sont depuis des milliers d'années le territoire du peuple Sami, le seul peuple autochtone d'Europe, et depuis le XVIIe siècle surtout, celui des Scandinaves et autres Finlandais qui s'y sont peu à peu établis. En Laponie finlandaise, justement, à l'orée de la zone sauvage de Mutkatunturi, nous retrouvons Tinja Milikangas et son compagnon Alex. Tinja est né et a grandi dans ce pays sauvage, presque intact, et y coule une existence sobre et heureuse, entourée de ses chevaux et de ses chiens. Notre relation avec la nature est très puissante. On l'estime par-dessus tout. Et l'essentiel pour nous deux, c'est de laisser la nature tranquille, de la respecter. Dans la vie, tout est possible. Moi, je n'ai jamais planifié la mienne. Si ce lieu est devenu ce qu'il est pour moi, c'est que c'était mon destin et la vie m'y a aidé. Au fond de moi, j'avais quand même de jolis rêves sur ce que je voulais faire. Vivre auprès des animaux et aider ceux qui auraient besoin de moi. Tinja et Alex vivent dans ce petit bout du monde, sans eau et sans électricité, s'approvisionnant à la rivière qui coule au pied de la forêt, dans laquelle ils prélèvent le seul bois dont ils ont besoin. Je ne pense pas qu'on ait un jour envie de changer notre mode de vie. On vivra toujours de façon naturelle, dans la nature, de telle sorte qu'elle soit fière de nous et que nous puissions nous regarder en face dans le miroir. Concrètement, nous sommes dehors du matin au soir, et tous les jours, bien entendu. Pour moi, la force de la vie se trouve seulement dehors. Elle n'est pas à l'intérieur, pas dans la voiture ni dans les maisons, nulle part ailleurs. Dehors, on ressent cette force vitale qui est en nous. C'est un feu intérieur qui nous traverse et on peut alors partager ce bonheur de vivre. Ici, nous avons 75 chiens. Ils ont chacun leur personnalité. Ce sont à la fois nos amis et notre famille, nos sœurs, nos frères. Il y a des races différentes, mais ce sont tous des chiens arctiques, donc ils peuvent vivre dehors, même ici dans le nord de la Finlande. Si Tinja et Alex sont des mushers expérimentés qui élèvent des chiens de traîneau,
Ils accueillent aussi des animaux en souffrance, pour le simple plaisir de les voir enfin s'épanouir et vivre à leur côté. Celui-ci est moitié chien, moitié loup. Il est arrivé ici parce qu'il était trop agressif. Il était en colère parce qu'on ne s'occupait pas bien de lui. Et donc il faisait peur aux gens. Alors on m'a demandé si je pouvais le récupérer, car ses propriétaires n'osaient même plus le toucher. Je suis allée le voir là où il vivait. Je me suis approchée pour lui dire bonjour, et il n'a manifesté ni colère, ni agressivité. Ces chiens-là, quand ils sentent tout de suite que vous avez de bonnes intentions dans votre cœur, ils n'ont plus aucune raison d'être méchants. Ces animaux sont au contraire très doux et très amicaux. Mais oui, tu es un bon garçon. Nos chiens sont plutôt sauvages. Nous n'essayons pas de maîtriser leur force intérieure, car les chiens de traîneau doivent être puissants. Ils doivent brûler d'envie de courir, être heureux et se faire confiance. Ils expriment tout avec simplicité. Ils sont toujours authentiques. Et leur amitié est tellement forte que la partager et la ressentir, c'est vraiment très beau. Dans le petit royaume de nature de Tinia et d'Alex, les chevaux sauvages, eux aussi, sont rois. Lui, c'est un bébé, il a 9 mois. C'est un Kiger Mustang. Et celui-là, qui s'appelle Silver, est aussi un Kiger Mustang. Quand on travaille avec les chevaux, il faut avant tout gagner leur confiance. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Le cheval, lui aussi, est un animal social. Nous avons beaucoup de chevaux ici, et ils restent toujours en groupe. Ils ne s'ennuient jamais, et n'ont donc pas besoin de moi pour les divertir. Mais ils ont besoin que je m'occupe d'eux, que je les rassure constamment. On passe du temps à les dresser. On leur explique « tu peux me suivre, tu peux me faire confiance ». Et parfois, c'est nous qui les suivons pour leur montrer qu'à notre tour, nous leur faisons confiance. C'est comme ça que se crée un équilibre et une harmonie. Je pense que comme les chevaux et les chiens, nous dégageons une paix profonde. C'est parce que nous sommes heureux, heureux de vivre tous ensemble. Pour moi, un chien de traîneau, c'est avant tout un chien. C'est un être vivant très beau, et le fait qu'il puisse tirer le traîneau n'est pas important. L'important, c'est de partager notre vie avec les chiens. Ils sont vraiment les meilleurs amis de l'homme, et ils nous apprennent tellement de choses sur l'amitié et sur comment la vie peut être belle, que même s'ils ne pouvaient pas tirer le traîneau, ça n'aurait aucune importance. On peut toujours courir, jouer, ou simplement être ensemble. Nous aimerions pouvoir partager ce bonheur de vivre. Les chiens et les chevaux nous ont appris comment vivre heureux en accord avec la nature, en étant en équilibre avec elle. On voudrait vraiment donner l'exemple aux autres, pour le bien de la nature et des animaux. L'homme est très présent sur cette terre. Il y a beaucoup de randonneurs, de touristes qui veulent s'aventurer dans la nature. Mais il faut toujours se demander si elle veut bien de nous. La rivière Vestoyoki, au bord de laquelle vivent Tinia et Alex, est aussi le séjour de quelques couples de cygnes sauvages. Jadis espèce menacée d'extinction, l'oiseau national de Finlande aujourd'hui se porte bien. S'appariant pour la vie, les parents gardent auprès d'eux leur nouveau-né pendant tout l'hiver. Et il n'est pas rare que certains cygnets de leur précédente couvée viennent les rejoindre pour la saison.
Territoire aux conditions climatiques rudes et par conséquent encore largement sauvage, la Laponie affiche, à l'image de ses températures hivernales, des densités de population extrêmement basses. Pour les hommes de ce pays, le plus souvent éparpillés, se rassembler est un plaisir d'autant plus précieux qu'il est rare. À l'extrême nord-est de la Finlande, Inari fait à cet égard figure de carrefour, pourtant minuscule bourg étiré au bord de son immense lac. C'est sur cette étendue d'eau de plus de 1000 km² que se tient justement chaque année depuis 1963 l'un des grands événements régionaux, la finale du championnat de course de Rennes. Marco Tervaniemi est l'un des organisateurs et lui-même compétiteur. Inari est un endroit très particulier comme lieu de course, car la piste est installée sur le lac gelé. Pour moi, ça a un charme spécial. C'est mon paysage, car je suis né ici. La course de Rennes est une discipline à part, presque exotique. C'est un sport pratiqué avec des animaux, sachant que l'animal, le renne, y tient le rôle principal. Il est entraîné comme on entraîne des chevaux de course. La relation entre le renne de course et son pilote est assez complexe, car avec les rennes d'élevage, comme on passe du temps avec eux, ils apprennent à vous faire confiance. Ils savent que l'homme prend soin d'eux. Avec un renne de course, la relation est vraiment différente. Bien sûr, le renne apprend à connaître le pilote qui le conduit régulièrement, parfois depuis des années. Mais le rapport n'est pas forcément le même qu'avec un simple renne vivant dans la forêt. Le renne de course, lui, a un instinct de compétition. Il veut aller vite, et le pilote l'aide à répondre à ce besoin. C'est un animal sensible. On ne doit pas le bousculer ni être dur avec lui. Il faut le traiter avec douceur et avec respect. Le renne est l'animal par excellence des terres laponnes, où son élevage reste une activité encore courante. Il demeure aussi, bien entendu, le fondement de la culture autochtone sami, dont Inari est l'un des épicentres régionaux, notamment grâce aux courses. On y croise beaucoup de gens qu'on connaît. On peut y échanger des nouvelles et passer du bon temps avec les copains. On peut aussi discuter de choses en rapport avec l'élevage des animaux. Cette culture des courses de rennes nous permet donc de nous retrouver chaque année. En parallèle des courses, il y a aussi en général un concours de lasso. Le lasso est depuis toujours l'accessoire le plus important d'un éleveur de rennes. Et depuis toujours, les gens s'affrontent dans cette discipline pour voir qui est le plus doué au lancer du lasso. Pendant ce week-end de compétition à Inari, c'est une épreuve presque aussi intéressante que la course, voir qui est le plus habile. Je suis content que cette discipline ne soit pas en train de disparaître, car le lancer de lasso fait vraiment partie du quotidien de l'éleveur de rennes. Sur le lac, la compétition reprend. Pendant la course, le pilote doit déchiffrer l'animal et ses mouvements, et s'y adapter. Pour Marco, c'est l'heure du tour de piste décisif.
Le plus compliqué, sur une piste aussi exigeante, c'est certainement de parvenir à rester debout. La course des 2 km sollicite énormément les muscles des cuisses. On la compare même à l'effort d'une descente en ski alpin. Ma carrière de pilote ne sera probablement plus très longue. C'est pour ça aussi que la victoire me fait chaud au cœur, de voir que je sois encore capable d'une telle performance. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que mes enfants perpétuent ce sport. J'essaierai de les soutenir et de leur transmettre tout mon savoir dans cette discipline. En Laponie, chez les Samis, les troupeaux de rennes sont souvent la propriété de grandes communautés familiales qui les élèvent sur leurs terres ancestrales. Au printemps et à l'automne, elles les rassemblent dans les grands enclos collectifs, notamment pour marquer les jeunes faons avant de partir transhumer. L'hiver, les éleveurs laissent traditionnellement leurs troupeaux évoluer en liberté dans la forêt, où ils peuvent se repaître entre autres de lichens dont ils raffolent. Devant la raréfaction de la nourriture, en raison notamment du changement climatique, certains préfèrent les garder près d'eux, sur des parcelles où ils sont quotidiennement nourris. Malgré le réchauffement certain des températures dans le Grand Nord, la neige et le froid restent en Laponie des facteurs intrinsèques qui, parmi bien d'autres, impactent la distribution des différents types de végétation. La limite des arbres dans l'Arctique sépare schématiquement 2 grands biomes, la toundra et la taïga. La première caractérise des landes herbacées parsemées d'arbustes chétifs, de mousses et de lichens, et d'où ne dépasse l'hiver que la silhouette des bouleaux nains. La seconde, la taïga, également appelée forêt boréale, dresse au contraire vers le ciel ces épais massifs de conifères, parfois mêlés à des feuillus, qui marquent une grande partie des paysages lapons. C'est dans ces bois profonds et à l'aura austère, pour ne pas dire mystique, que Frédéric Prost, un jeune artisan sami, va quérir les ressources dont il a besoin à 2 pas de chez lui. Viikusjärvi est le village où je me sens chez moi. C'est un vieux village. On dit que son nom provient du mot viikus. C'est une fleur qui pousse de l'autre côté du lac. Nous, les Samis, sommes un peuple de la nature. Elle a pour nous un rôle fondamental. Nous en dépendons. C'est notre mode de vie. Et donc c'est l'endroit où nous trouvons les matériaux dont nous avons besoin pour notre artisanat. Et d'une certaine façon aussi, la nature est reliée à la religion pour nous. Il y a une connexion spirituelle avec la nature. Ici, depuis des siècles, les Samis vont sacrifier aux dieux. Dans cette montagne se trouve une pierre rituelle appelée Sieidi. Et quand on se promène dans les parages, il faut garder une certaine retenue. Il faut honorer l'esprit qui habite ici. Il n'est donc pas convenable d'avoir un comportement déplacé ici. C'est pour ainsi dire interdit. Il faut être dans la retenue et se promener avec respect. Aujourd'hui, j'y suis allé pour chercher un morceau de bois bien précis, parce que je veux en faire des bols.
Je les repérais l'automne dernier alors que je chassais. C'est en général comme ça que je fonctionne. À l'automne, quand je chasse ou que je me balade dans la forêt, je repère les bois qui m'intéressent et je vais les prélever plus tard dans l'année. Il faut demander la permission de prélever les matières premières avant de le faire, en particulier ici, dans un lieu sacré. Le mieux est d'apporter un présent. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai oublié d'en apporter un. La montagne m'a immédiatement repris quelque chose en guise de compensation. J'ai perdu un très beau couteau. Le couteau était accroché à ma ceinture et l'instant d'après, il avait disparu, volatilisé. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est qu'il faut honorer les esprits. Quand j'ai trouvé ce morceau de bois à l'automne, j'ai tout de suite vu que je pourrais en faire 3 bols. C'est une sensation réconfortante de savoir qu'on peut trouver les ressources dont on a besoin, juste à côté de chez soi. On n'a pas besoin de les commander à l'autre bout du monde. Donc on peut dire que notre artisanat est vraiment 100% naturel. Dans mon travail, j'utilise du bois, de l'écorce de bouleau, du cuir et des bois d'animaux. Pourquoi vouloir être artisan aujourd'hui, quand on peut acheter des couteaux ou des bols en plastique dans les magasins? Moi, je crois qu'il est important d'avoir des notions pratiques et de savoir fabriquer quelque chose de ses propres mains. Car à mon sens, hélas, depuis un siècle, on s'est employé à déposséder les gens de leur savoir-faire et ainsi à les affaiblir. La forêt lapone est donc une ressource importante pour les Samis, artisans ou éleveurs, mais surtout pour l'industrie florissante de la sylviculture. C'est toutefois aux énormes richesses minières présentes dans le nord du pays que la Suède doit son développement économique. Kiruna, ville de 20 000 habitants aujourd'hui, ne doit son existence qu'à la découverte d'un gigantesque filon de minerai de fer à la fin du XIXe siècle, l'un des plus importants au monde. Depuis 1903, les convois ferroviaires transportent le précieux minerai vers le port de Narvik, en Norvège. Jusqu'en 1984 et l'aménagement d'une route, le chemin de fer était l'unique voie de communication dans la vallée du fleuve Torneux et au-delà, à travers les montagnes scandinaves. Le Torneux est l'un des plus longs cours d'eau de Laponie et l'un des derniers fleuves sauvages de Suède. Il prend sa source dans l'immense lac éponyme situé à la frontière norvégienne. L'hiver, lac et fleuve ne forment plus qu'une vaste étendue glacée, immobile.
À une vingtaine de kilomètres de Kiruna, au bord du fleuve, se niche le petit village de Jukkasjärvi. En langue sami, ce nom évoque un lieu de rencontre près de la rivière. C'est à cet endroit prédestiné que se croisent aujourd'hui des voyageurs venus du monde entier pour visiter le premier hôtel de glace créé en Europe du Nord. l'Ice Hotel, reconstruit chaque hiver uniquement à partir de la glace du fleuve selon les plans d'une quarantaine d'artistes. Arne Berg en fut des années durant le directeur de la création. Nous avons commencé le projet avec des artistes du coin, puis de toute la Suède. On est ensuite passé à l'échelle européenne. Et à la fin, c'est le monde entier que nous avons inspiré. Tout le monde peut y trouver son compte et participer à la création d'un hôtel qui est complètement intégré au cycle de la nature, puisqu'il offre la possibilité de créer à partir de la matière même de l'hiver, la glace du fleuve Torne. Au mois de mars, la glace a atteint l'épaisseur idéale pour nous, soit environ 80 à 90 cm. On extrait des blocs de 2 tonnes qu'on a découpés au préalable et qu'on stocke ensuite. On essaie donc de remonter toute la glace dont on a besoin, à peu près 2000 blocs, qu'on récolte pendant tout le mois. Alors on a suffisamment de glace pour toute l'année, pour fabriquer des verres, des sculptures, des meubles, pour construire l'hôtel bien sûr, et même pour en exporter. Si on considère la glace d'un fleuve, on se rend compte que c'est vraiment particulier. Elle est différente de celle d'un lac ou de la mer, ou de toute autre sorte de glace, car un fleuve est en mouvement. Et ce mouvement, il s'est arrêté et a gelé. C'est du temps gelé. D'une certaine manière, on travaille avec quelque chose tout à la fois d'éternel et de fugace. On sait que c'est un mouvement gelé qui va vers la mer. Et la nature nous a prêté ce temps, ce matériau. On peut créer à partir de cette glace qui ensuite retournera au fleuve. On fixe une date pour l'ouverture de l'hôtel et il faut que tout soit prêt. On essaie de repousser les limites de la création avec la neige et la glace. C'est pour ça que dès le départ, on ne cherche pas des artistes spécialistes de la glace, mais des gens qui ont des idées, avec des métiers créatifs très différents. Nos artistes sont donc architectes, designers, peintres ou street artistes. Mais leurs idées doivent s'adapter aux matériaux afin de concevoir une chambre, produire un design et de l'art avec seulement de la glace et de la neige. C'est un défi pour nous, car on veut voir au final le plus d'expression possible. Alors on crée ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est cette rencontre. Encore et toujours, Jukkasjärvi reste un lieu de rencontre. C'est passionnant de voir germer les idées et les premières esquisses, puis les créations se réaliser en novembre et décembre. De voir le résultat et ce nouvel hôtel de glace sortir du fleuve, où il finira par retourner au printemps suivant, après avoir fondu. Les routes carrossables vers la Laponie norvégienne ont longtemps été inexistantes. Longtemps, seuls les éleveurs samis traversaient la barrière naturelle des Alpes scandinaves. Et certains, encore aujourd'hui, effectuent la transhumance avec leurs troupeaux vers les îles côtières de la mer de Norvège. Le mont Sahana est l'un des rares sommets finlandais de cette longue chaîne montagneuse étirée du nord au sud sur près de 1700 km. Montagne sacrée pour les Samis, il domine de sa silhouette reconnaissable entre toutes
l'une des 3 seules routes qui franchissent le massif au nord du cercle polaire. Sur le versant norvégien, la forêt de conifères est souvent plus belle et plus dense, bénéficiant d'un climat relativement doux et généreux en précipitations. Déjà les premiers fjords apparaissent. Passé celui de Lingen, qui baigne l'imposante péninsule éponyme, la route vers Tromsø, la plus grande ville de Laponie, traverse la jolie vallée de la Storelva. C'est au creux de cette vallée que Magnus Jonsson, chercheur à l'Observatoire de géophysique de l'Université de Tromsø, vient régulièrement effectuer des relevés. Grâce aux gigantesques antennes et autres radars de la station d'études de Ramfjordmoen, le scientifique affine jour après jour sa connaissance de l'un des phénomènes les plus emblématiques de Laponie. La nature des aurores boréales a fait l'objet de nombreuses interprétations, aussi bien scientifiques que semi-religieuses. Les Vikings pensaient que cette lumière était le reflet de celle du soleil sur la glace du Groenland. Certains y voyaient même les âmes des enfants défunts dansant dans le ciel. Dans les mythes samis, les aurores boréales peuvent représenter un renard traversant le ciel. On les appelle aussi parfois les lumières du temps, quand elles servent à prévoir la météo des jours à venir. Quand on les étudie en tant que scientifique, c'est avant tout devant un écran d'ordinateur où on analyse des chiffres et des points relatifs à différents aspects de leur fonctionnement. Elles perdent alors toute leur beauté naturelle. Mais quand on sort de son bureau et qu'on lève les yeux au ciel pour admirer la merveilleuse dynamique des aurores boréales, ce n'est plus en tant que scientifique qu'on réagit, mais en tant que simple être humain. Une aurore boréale se produit quand des gaz chargés d'électrons et de protons s'échappent du Soleil et viennent au contact du champ magnétique terrestre. Ils sont alors conduits vers les pôles magnétiques et entrent en collision avec les gaz de notre atmosphère. Ce que nous voyons dans le ciel, ce sont les gaz de l'atmosphère à 100 km d'altitude qui émettent de la lumière. Ces gaz déterminent la couleur que prendra l'aurore boréale. Dans le cas de la Terre, nous avons de l'oxygène, ce qui nous donne les couleurs vertes et rouges que nous voyons dans l'aurore boréale. C'est en quelque sorte la fin d'un long voyage effectué par les électrons. Nous avons des instruments optiques qui servent à observer les aurores, des caméras et des photomètres. Nous avons aussi des radars qui étudient les météores et nous avons une ionosonde qui mesure la densité des électrons dans l'atmosphère supérieure. Ce grand radar VHF, lui, sert à mesurer la densité des électrons et leur température, celle des ions également, ainsi que la dérive et la vitesse de ces particules dans les hautes couches de l'atmosphère. L'EISCAT, enfin, mesure les variations de la densité d'électrons. Jusqu'à quelle altitude la pluie de particules peut parvenir et son impact sur la température de la haute atmosphère. Je ne sais pas si les aurores boréales sont le phénomène le plus spectaculaire de la Scandinavie. Elle a tant de trésors,
Ces fjords et ces montagnes, ces rivières, ces paysages naturels. Mais les aurores boréales demeurent l'un des plus beaux spectacles que l'on peut voir dans le ciel. Elles nous inspirent une profonde sensation de respect, que l'on soit scientifique ou pas. En Norvège, pays septentrional et allongé s'il en est, les différences de latitude ont moins d'influence sur le climat que les différences d'altitude ou l'éloignement de la mer. Si l'intérieur se caractérise souvent par des hivers longs et rigoureux, les côtes bénéficient de conditions plus clémentes. Mais si l'eau des grands fjords, comme ici celui d'Ofot, ne gèle jamais grâce à l'influence du Gulf Stream, celle des innombrables lacs d'origine glaciaire qui parsèment la Laponie norvégienne vient souvent à se figer en surface. Jaillissant telle une griffe de lynx dans la mer de Norvège, le chapelet des îles Lofoten est l'un des joyaux de la côte lapone. Succession de sommets alpins, acérés et déchiquetés, de fjords aux pentes presque verticales, de bras de mer et d'îlots ménageant des baies abritées aux plages parfois idylliques, les Lofoten sont une véritable merveille de la nature. L'archipel devrait son nom à celui de l'une de ses îles, Vestvagoya, autrefois baptisée Lofoter. En vieux norrois, ce nom signifierait patte de lynx, d'après la forme de l'île elle-même. Le vieux norrois est l'ancêtre des langues scandinaves, le dialecte que parlaient les Vikings. Et c'est précisément sur l'ancienne Lofoter que l'on a mis au jour en 1981 les restes d'une importante maison viking, la maison du seigneur de Borg, qui exista entre l'an 400 et l'an 1000 de notre ère. Vegard Engen est le conservateur de ce musée vivant. Il s'agit en réalité de plusieurs maisons. Tout a commencé à l'âge de fer, avec un petit bâtiment qui s'est continuellement agrandi pour atteindre la taille que nous voyons aujourd'hui. La maison mesure 86 mètres de long. C'est la plus grande connue de l'ère viking. La maison du chef de Borg se dresse sur une éminence. Le vent y souffle fort. Ce ne serait normalement pas un bon endroit pour construire une maison. Mais cette maison est si monumentale qu'elle a dû être érigée ici comme un symbole, un signe de puissance et de richesse, pour signaler le lieu du pouvoir. La maison a été reconstruite telle que nous croyons qu'elle était. Nous l'avons bâtie comme une maison longue traditionnelle, comme un bateau à l'envers. Nous nous sommes inspirés des bâtiments existants, comme les églises en bois debout. Le toit, par exemple, est directement inspiré de ces églises. Autour de la maison, il y avait des terres agricoles très riches, parmi les meilleures du nord du pays. La mer regorgeait de poissons, de phoques et de baleines. Les oiseaux de mer fournissaient leurs œufs et leur duvet. Toutes ces ressources pouvaient être consommées sur place ou exportées.
En saison, le musée emploie plusieurs artisans. Ils font ce que faisaient les artisans à l'époque. Tissage, sculpture sur bois, forge, cordage, toutes les activités manuelles qui étaient nécessaires à la survie ici. Pour nous, il est très important de préserver ce lieu où les gens peuvent venir voir, toucher et sentir ce que faisaient les Vikings sans forcément manier l'épée ou naviguer en drakkar. Cet artisanat est sans doute le tout premier message que nous voulons faire passer. De temps en temps, je deviens un viking, surtout pour les fêtes. Je joue le rôle du chef Olla. C'est une sorte de libération, un voyage dans le temps. On est alors quelqu'un d'autre, et on peut s'amuser et jouer avec les visiteurs, leur raconter des histoires, tout en leur apprenant différentes choses sur l'ère viking. Pour moi, c'est très important. Je me considère comme un descendant des Vikings, donc j'en suis un, d'une certaine façon. Si les îles Lofoten ont donc très tôt servi de havre aux hommes du Nord, leur relief escarpé et leurs côtes très découpées ne leur ont laissé toutefois que peu d'espace. À mesure que l'on s'approche de leur pointe, seule une étroite bande côtière demeure habitable. C'est là que se sont installés les villages de pêcheurs traditionnels, tels que Reine, l'un des plus beaux sites de l'archipel. Le nord de la Norvège et les Lofoten sont baignés par des mers parmi les plus poissonneuses au monde, notamment grâce aux eaux tempérées du Gulf Stream. Ici en particulier, le skraï, une variété de cabillaud venu de la mer de Barents, est roi. Depuis plus de 1000 ans, sa pêche marque profondément le paysage des Lofoten. Là où l'espace est disponible et où les conditions sont optimales, le skraï continue d'être mis à sécher sur d'immenses claies de bois entre les mois de janvier et de juin. Étêtées, vidées et lavées, les morues sont pendues par paires, dos au vent. Elles seront ensuite exportées dans le monde entier, notamment en Italie, friande de ce mets depuis le XVe siècle. Jusqu'au mois d'avril, la pêche bat son plein. Les cabillots migrent par millions pour frayer dans le Vestfjord, une ample baie qui sépare les Lofoten du continent. Les grands râteliers sont quotidiennement approvisionnés en poissons frais. Dans le village de Ballstadt, nous retrouvons Yngve Johansen, patron de pêche et amoureux de son métier autant que de son cadre de vie. J'ai commencé à pêcher tout petit. À 6 ans déjà, je coupais les langues de morue. Grandir au Lofoten, c'était vraiment génial. Enfant, on était très libre. On faisait du bateau, on partait en montagne. On avait vraiment la belle vie, je crois. On ne se rendait pas compte dans notre jeunesse que les Lofoten étaient un si bel endroit. Grandir dans un port de pêche,
Et voir que le métier de pêcheur peut être passionnant, ça m'a toujours donné envie d'être en mer. Faire équipe avec mon frère, c'est très important pour moi. Nous formons un très bon tandem. Nos fils aussi nous ont rejoints, et c'est très agréable de travailler tous ensemble. Nous sommes comme une grande famille sur le bateau. Nous ne sommes pas à plaindre. 4 semaines en mer et 4 semaines de liberté. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la belle vie. Avant, les temps étaient beaucoup plus durs. Il y avait beaucoup plus d'accidents et beaucoup de morts en mer. Mon grand-père est mort ici en mer, quand mon père avait 4 ans. Lui et son frère sont décédés en même temps. Il faisait mauvais temps, sont tombés à l'eau et mon grand-père ne savait pas nager. Son frère n'a pas réussi à le sauver et tous les deux sont morts noyés. J'ai énormément de respect pour les pêcheurs d'autrefois. C'était des durs, tout simplement. Mais nous avons les mêmes intérêts qu'eux, le même but, pêcher du poisson. Une fois qu'on a pêché le cabillaud, on ramène le filet au flanc du bateau et on le branche sur un aspirateur. Le poisson est alors pompé, puis trié. Tous les poissons vivants sont envoyés dans les cuves. Et dans chacune d'elles, ce sont 450 mètres cubes d'eau à l'heure qui circulent, avant de retourner à la mer. Le poisson est placé dans une eau refroidie à environ -1 degré. Le cabillaud est donc vite à l'abri dans sa cuve, et la qualité reste excellente. Il n'y a pas toujours eu autant de poissons. Ces dernières années, nous en avons observé des quantités absolument incroyables. Je crois aussi que la gestion actuelle des pêcheries est efficace. C'est grâce à elle que nous avons autant de poissons. L'avenir nous sourit. Je ne me fais absolument pas de soucis, je dois l'avouer. Nous sommes heureux. Célèbre pour son terrain de sport installé sur un éperon rocheux avancé dans le Vestfjord, le port d'Ellingsvær est emblématique des îles Lofoten. Il incarne le désir de leurs habitants, comme ceux de la Laponie tout entière, de continuer à vivre au sein d'un environnement certes rude, mais somptueux, au plus près de la nature.